Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 3 juin 2025. Il y a dans l'actualité la question de la santé des relations entre le Bénin et le Niger. Les deux pays sont brouillés depuis plusieurs mois, sinon au lendemain du coup d'État qui a déposé le président Mohamed Bazoum. La situation a conduit à la fermeture des frontières des deux côtés, mais chemin faisant, les autorités des deux pays ont tenté un rapprochement, mais les choses semblent piétiner du côté de Niamey. Le chef de la junte nigérienne et compagnie n'entendent pas démordre et maintiennent jusque-là leurs frontières fermées avec le Bénin. Les dernières déclarations du nouvel homme fort du Niger sont quelque peu métalliques sur la question. Pas d'ouverture de frontières pour l'instant. Une position embarrassante pour les ressortissants et les commerçants des deux parties. On se pose alors la question de savoir pourquoi cette inflexibilité des autorités de Niamey. Qu'est-ce qui manque aux démarches diplomatiques des deux côtés pour obtenir le dégel? À quand la fin de cette crise qui visiblement ne profite à aucun des deux États? Pour en parler, nous sommes ce soir entre confrères. D'abord à ma gauche, le doyen Gérard Migan, journaliste. Doyen Gérard Migan, bonsoir. Bonsoir Hab. Bienvenue, merci. Vous êtes merci journaliste. Pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous honorer de votre présence, spécialiste des questions internationales. En face de vous, Armand Videgla. Armand, bonsoir. Bonsoir Hab, bonsoir à tous. Alors, doyen Gérard Migan, la crise entre le Bénin et le Niger a visiblement duré. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pour ne pas dire qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là? Eh bien, ça se voit depuis. C'est la crispation, en fait, du côté du Niger, plus précisément. Si l'on sait les conditions dans lesquelles ces militaires sont arrivés au pouvoir, oui. Le coup d'État du 23 juillet 2023, et puis depuis les injonctions de la CEDEAO, et puis bon, des militaires qui se braquent, qui visiblement ont leurs propres peut-être ambitions. D'accord. Voilà. Si la CEDEAO leur demande de définir l'étendue de leur transition et qu'ils disent non, un chronogramme en pas, quelque sorte. Bon, voilà, le chronogramme. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu donc délivrer la durée de leur transition. Donc, ils ont le sentiment de s'éterniser au pouvoir. Alors, la crispation est là. S'ils sont arrivés par un coup de force, ils se disent il y a peut-être des actions pour les déléguer du pouvoir. Alors, ils sont braqués. Et ça continue. D'accord. Alors, quelle lecture vous faites du fait que ce bras de fer, pour ne pas dire cette crise, ait duré entre le Bénin et le Niger? Ça date déjà au lendemain de 2023, de juillet 2023, au lendemain donc de ce coup d'État qui a déposé Mohamed Bazoum. Écoutez, Wahab, je crois que c'est le Niger qui attise un tout petit peu le feu. Sinon, par rapport au Bénin, je crois que si ce n'est le Bénin seul, les choses devraient aller. Devraient aller parce que notre pays a consenti vraiment d'efforts pour que nous puissions aller à la table de négociation, mais on fait un pas et puis après on fait 4 pas, on fait un pas en arrière et puis après on fait 4 pas, on fait un pas devant et puis après on fait 4 pas en arrière. J'y arriverai. Et donc vous constatez qu'il y a une certaine frénésie au niveau des autorités nigériennes, une certaine agitation. Le Bénin est pris comme un bouc émissaire pour ne pas afficher un chronogramme au niveau de la sous-région. Et les autorités nigériennes campent sur leur position. Pourquoi? Parce que, avec toutes les raisons qui ne sont que véritablement des mensonges, parce que jusque-là, nous n'avons eu aucune preuve de ce qui se dit. Et les autorités béninoises nient en bloc. Nous sommes des Béninois, nous ne pouvons qu'écouter nos autorités. D'accord. Alors, Gérard Migan, au lendemain, aussi, pour ne pas dire aux premières heures de cette crise, les deux pays avaient fermé les frontières, mais chemin faisant, il y a que le Bénin a décidé d'ouvrir les portes, d'ouvrir les frontières. Mais pourquoi le voisin n'a pas fait de même, selon vous? C'est ce que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure. En fait, le pouvoir nigérien est conscient de la manière dont ils sont arrivés au pouvoir. D'accord. Les coups d'État sont condamnés par la communauté régionale, la CEDEAO. Oui. On se souvient bien des actions de la CEDEAO en Gambie, notamment, je ne sais plus en quelle année, où on a forcé Yahya Jammeh à reconnaître les élections, la victoire de son successeur, et puis
voilà, à abandonner le pouvoir. La CEDEAO, bien sûr, était donc dans cette posture d'empêcher tout pronunciamento. Bon, c'est écrit dans les textes. Mais voilà, voilà, des Kidam arrivent au pouvoir par simplement de coup d'État et puis ont décidé de s'installer, refusant donc de rester dans une transition bien agencée, 1 an ou 2 ans, mais vous le voyez depuis longtemps. Ils s'octroient des durées illimitées. D'accord. Au-delà de cette durée qu'ils s'octroient, on se dit, mais quand même, pour le dégel de la situation, de cette crise, on pouvait au moins voir l'intérêt des populations, les habitants des deux côtés, comme on dit, ce sont des peuples frères. Pourquoi on est resté aussi rigide, selon vous, au-delà du fait qu'on ne veut pas tracer un chronogramme clair? Bon, en fait, je crois qu'ils s'installent dans un climat de peur. C'est ça. Ils ont peur pour leur sécurité. Donc, ils se protègent. Ils se protègent parce qu'ils se disent, bon, on connaît la rhétorique. Voilà, il y a des bases militaires françaises au Bénin, qui sont au Bénin. Donc, par conséquent, bon, il vaut mieux ne pas ouvrir les frontières, parce que si on ouvrait les frontières, on ne sait pas à quel moment le danger viendra. Mais je crois qu'ils sont dans cette posture-là. En fait, ils sont dans une peur panique. Hein. D'accord. Alors, à Mavidegla, on a entamé, dois-je dire, beaucoup de débats, surtout sur le volet diplomatique. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'à l'heure actuelle, rien ne bouge visiblement? Non, si rien ne bouge, je vais me répéter, ce sont les autorités nigériennes. Et parce que, vous savez, le Bénin a remis la balle à terre à une époque donnée, parce que le Bénin aussi a eu la pression de sa population. Parce que vous savez, hein, tout ce qui se passe a un impact bien de notre côté que du côté du Niger. Et vous allez constater que on va parler de sa déclaration du président de la transition du Niger, qui a développé une certaine... une théorie, voulez-vous dire? Non, je vais même dire que c'est des accusations sans fondement. Pourquoi? Parce que c'est au lendemain de la déclaration des transporteurs de son pays qui sont très fatigués de ce qui se passe, parce que il faut passer par le Togo, le nord du Togo, et puis passer par le Burkina Faso, qui ne contrôle pas tout son territoire, avec les velléités djihadistes. Un long contournement, il faut le reconnaître. Très long contournement. Et donc, vous constatez que c'est au lendemain de cette pression que le président Tiani a fait cette sortie. Autoproclamé du Niger a fait cette sortie pour montrer à sa population que vraiment nous avons des problèmes, mais c'est le Bénin avec d'autres pays. Et comme il a l'habitude avec son premier ministre même à 1000 km des frontières du Bénin, comme à leur habitude, c'est vraiment le Bénin qui pose un véritable problème, c'est vraiment le Bénin qui est le problème. D'accord. Et non, je vais finir. Je crois que les diplomates ont fait leur travail. C'est vrai qu'au niveau de la diplomatie, les voies sont toujours ouvertes. D'accord. Pourquoi? Parce que vous avez, en ce moment-là, le Bénin a nommé un ambassadeur et qui a commencé par faire le travail. Bon, bien qu'après, il y a eu un certain nombre de... Peut-être on reviendra sur le dossier. Et donc, je crois que les voies diplomatiques sont encore bien ouverte. Nous avons suivi la dernière fois le chef de la diplomatie béninoise par rapport on va revenir sur ces déclarations, lui aussi. La voie diplomatique, apparemment, les militaires, en tout cas ceux qui sont au pouvoir au Niger, ça ne leur dit absolument rien. On dirait que ce sont des hommes en uniforme qui veulent faire les choses, je dirais, avec brutalité. La démarche diplomatique, franchement, on se dit, ils en ont que cul. Ils sont complètement fermés à toute initiative diplomatique. Oui, complètement fermé. Est-ce que cette peur, elle est justifiée? Dans votre développement tout à l'heure, vous évoquez peut-être une peur permanente pour leur sécurité eux-mêmes. Est-ce que cette peur est vraiment justifiée selon vous? Visiblement, ou bien c'est un argument pour s'éterniser? C'est un argument qu'ils développent pour rester le plus longtemps possible. Bon, parce que cette rhétorique... À un moment, je crois que ça va. C'est déjà même une rhétorique
qui commence pas fatigué. Pas devenir un disque rayé. D'accord. Ça devient un disque rayé. Et je crois savoir que cette situation est un véritable gâchis diplomatique. Parce que c'est Niamey qui est fermé à toute initiative. D'accord. Alors, le Bénin a fait sa part et continue de faire sa part. Je pense que le gouvernement du Bénin a demandé à la junte nigérienne d'envoyer des émissaires pour vérifier ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que véritablement il y a des bases militaires françaises? Les accusations se multiplient, mais jamais la délégation ce contrôle ne vient jamais. C'est un jeu qui continue. Mais le peuple est fatigué. Les Nigériens souffrent. D'accord. Parce que de part et d'autre, vous l'avez dit, notre confrère l'a dit, la population souffre. Elles en ont assez. Oui. Et quand vous voyez donc la famine qui prend une dimension terrible dans ces zones-là, de Malanville à Gaïa, en passant par toutes ces villes où les gens commercent, les peuples s'entremêlent et puis développent des liens commerciaux. J'ai le sentiment que c'est un véritable gâchis et que le pouvoir nigérien ne prend pas la juste mesure de la souffrances de son peuple. Alors, Gérard Bigan cite là quelques éléments qui devraient toucher la sensibilité de la junte au pouvoir à Niamey, mais visiblement, ça ne leur dit rien. Il parlait tout à l'heure de la famine, de la difficulté qu'on a, n'est-ce pas, à commercer, à se brasser, ce long contournement que vous-même vous développez, parce que les commerçants et autres transporteurs trouvent que vraiment les frontières fermées les mettent en difficulté. Ça devait être des détails qui devaient toucher la sensibilité de ces autorités. Bon, chez cette jointe, tout va bien. Et tant mieux pour le peuple nigérien. Ce n'est pas notre problème. Tout va bien pour eux. Ah, bien sûr, tout va bien pour eux, tant mieux. De leur lecture, tout va bien. Je ne leur dénie absolument rien. Et ils ont le droit de le dire. Et moi, je crois que de notre côté, nous avons aussi des problèmes parce que c'est de part et d'autre de la frontière. Et comme vous l'avez dit, nos populations sont ensemble. Et le chef de l'État avait dit à une époque, notre chef d'État a dit que nos populations n'ont pas de problème. Les États ont eu des problèmes entre eux, mais nos populations n'ont pas de problème. Et donc, si les difficultés... Vous évoquez donc cette résilience, je dirais, des États, en tout cas pour ne pas dire de l'État béninois, des populations béninoises. Bien sûr. Et si de leur côté, ils trouvent qu'il n'y a rien et qu'ils ne sont pas sensibles aux souffrances de leur population, je crois que il s'agira pour nous de réfléchir autrement et je crois que notre gouvernement a réfléchi dans ce sens pour voir comment est-ce que nos populations peuvent continuer de travailler d'une certaine manière. De travailler d'une certaine manière, comment est-ce que nous aussi, nous devons quand même continuer d'évoluer parce que ce n'est pas la fin du monde. Et ce n'est pas pour la première fois qu'un pays ferme ses frontières avec le Bénin. Gérard Bigan, il y a qu'au-delà de tout, la diplomatie, c'est une voie fondamentale. Le Bénin est bien ouvert au dialogue. Absolument. Le chef de la diplomatie béninoise l'a rappelé à maintes reprises. Le week-end également, il l'a fait. Alors, si on tente tout, je dirais du côté, en tout cas, si on embrasse la voie diplomatique et ça ne donne rien, quelle voie vous paraît, je dirais, meilleure pour obtenir le dégel, la fin de la crise? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas essayer des médiations, sous-régionales, à travers peut-être des institutions ou bien des personnalités qui sont respectées. Bon, avons-nous encore dans la sous-région des personnalités morales, n'est-ce pas, qui arrivent à se mettre au-dessus de la mêlée, à même de faire ce job en quelque sorte, obtenir le dégel, le rapprochement véritable entre le Bénin et le Niger? Il y en a probablement, il va falloir en chercher. Bon, quand on voit une personnalité comme l'ex-président Olusegun Obasanjo, qui a quand même, moralement, il pèse, il est respecté. On peut aller de ce côté-là. Et puis peut-être voir aussi du côté du Ghana un certain Ibn Chambas, qui avait dirigé donc l'Union africaine en son temps, et qui a été un bon diplomate. Bon, peut-être on peut voir de ce côté. Mais
En fait, j'ai le sentiment que les autorités nigériennes sont fermées à toute initiative. Et c'est pour ça que chaque fois, leur rhétorique, ils la développent. Ils la développent et puis bon. Mais je crois que le peuple nigérien est fatigué. Et l'exprime valablement. Mais la junte se ferme les oreilles, ne veut rien entendre. Mais en fait, au-delà de tout, je suis curieux de savoir, mais quel est le véritable problème? Pourquoi ils sont aussi imperméables, aussi bien à la douleur, aux cris de cœur, aux coups de gueule de leur propre population? Parce qu'on peut dire, bon, le Bénin, on s'en fout, mais tout de même, les populations qui sont celles du Niger, ça devrait les inquiéter, ça devrait au moins les toucher. Je ne sais pas s'ils prennent le pouls, ils prennent la température des souffrances de leur peuple. Il faut qu'ils aillent au sein du peuple. Comme le poisson dans l'eau, pour voir véritablement quelles sont ces souffrances, comment ça se manifeste et comment ils peuvent en corriger un certain nombre de conséquences désastreuses. J'imagine que elles sont fermées complètement. Ces autorités la junte est fermée à toute initiative. Abba Videgla, est-ce que vous trouvez un autre canal au-delà de la diplomatie, de cette démarche diplomatique? Est-ce que vous trouvez un autre chemin à même de nous amener à bon port, obtenir, je dirais, un bon rapprochement entre le Bénin et le Niger? Non, que ce soit de la médiation ou que ce soit autre chose, la seule voie qui doit... Cette médiation, ça s'assimile également à la diplomatie. Mais la seule voie qui nous sort de cette affaire, c'est la diplomatie. C'est ça. C'est la diplomatie. Parce que, vous savez, il faut au moins deux personnes pour dialoguer. C'est ça. Mais vous ne pouvez pas faire du monologue parce que quand vous tapez de l'autre côté, et ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas, quand vous envoyez des courriers et on ne vous répond pas, on ne vous dit même rien, et on peut débarquer sur votre territoire sans vous-même, sans rien vous dire, alors que votre sécurité, quand vous débarquez sur le territoire de quelqu'un, c'est que votre sécurité dépend de cette personne-là. Et donc, vous constatez que seule la voie diplomatique peut nous faire chose d'ici. Vous voyez, le doyen a cité par exemple au niveau des médiations, le Nigeria est presque dans le même panier que nous. Le Nigeria est même dans le presque panier. Quand vous suivez la dernière déclaration du chef de la junte, même chose. Le Ghana, bon, je ne sais pas trop, mais Inchambas a dirigé la commission de la CEDEAO pendant des années. Et ils ont tourné dos à la CEDEAO. Et quand ils tournent dos à la CEDEAO, quelqu'un qui a dirigé la commission de la CEDEAO n'est pas crédible. Et à out en quelque sorte. Voilà. C'est ça. Voilà. Et vous voyez le président, l'ancien président Obasanjo, qui est un ancien président du Nigeria. Mais c'est un militaire. Voilà, c'est un général. Voilà, donc, par conséquent, peut-être qu'il sera écouté. Peut-être qu'entre hommes d'uniforme, entre frères d'armes, n'est-ce pas, ils peuvent réussir. C'est pas du tout exclu. C'est pas du tout exclu, mais de l'autre côté, c'est une autarcie qui ne dit pas son nom. Comment le Niger peut vivre en autarcie? C'est impensable. Ce n'est pas possible. Monsieur Miga, comment voyez-vous, je dirais, le futur de cette cohabitation avec le Niger? C'est dur. On ne voit même pas l'horizon s'annoncer. Donc, de toute façon, ces autorités sont fermées et n'expriment aucun mouvement, aucun geste de conciliation, sinon de réconciliation. Bref, elles protègent leur pouvoir. C'est ça. Je crois qu'ils mais c'est quand même bizarre, ils c'est ça dans la durée. Ils veulent gagner parce qu'ils se disent, bon, si on n'adopte pas cette posture de fermeture totale, eh bien, si on s'ouvre jamais, cette fissure peut être fatale. Pour nous. D'accord. C'est ça. C'est pourquoi on se pose alors la question de savoir pourquoi dans la sous-région où sont intervenus ces coups d'État, au moins les autres ont eu un peu un chronogramme bien établi, mais du côté du Niger, ce n'est pratiquement pas la même chose. Mais de toute façon, même le Burkina, le Mali, je crois que c'est dans la même dans la même période de presse. Ils adoptent les mêmes postures, je veux dire. D'accord. Oui, bien sûr, puisqu'ils ont augmenté leur durée au pouvoir. Je crois que le Mali, ça a été dit 5 ans de plus. Même le Niger. Le Niger aussi, le Burkina également. Avec un simulacre d'assises. Mais c'est ça. Donc,
ils s'installent. Ils n'ont pas créé l'AES pour rien. Oui. C'est pour rester un peu dans leur dynamique voulue de pays qui se barricadent, qui refusent donc se donner un confort dans cet espace qui se sont créés. Voilà, ils se sont mais dans la pratique, est-ce que les frontières sont vraiment fermées du côté du Niger, du côté du Niger? On se dit oui, c'est dit officiellement, mais quand on suit tout, même si les populations sont en difficulté et autres, il y a de ces détails sur lesquels ils ferment les yeux en quelque sorte. Quand je prends les douaniers et autres, pourquoi c'est ainsi? Il y a un paradoxe que ceux-là ont adopté. La création de l'AES, c'est très bien. C'est ça. Oui, c'est très bien. C'est du multilatéralisme. Ce n'est pas un problème. Mais vous ne pouvez pas empêcher les autres parce que vous avez créé. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de coopérer avec vous. Pourquoi? Parce que les autres coopèrent avec vos ennemis ou avec vos amis d'hier ou avec vos... C'est ça qui pose un problème. En clair, c'est pas parce que vous avez des problèmes avec la France que le Bénin doit se créer des problèmes l'organisation la plus vieille de la sous-région, en 1958, le Conseil de l'Entente. Avant les indépendances, le Conseil de l'Entente a été créé. Ça n'a pas empêché les pères de créer la CEDEAO en 1975. Il n'y avait pas eu de problème. Ça n'a pas empêché également l'Union africaine de naître. Mais ça n'a pas empêché Kadhafi de nous englober dans son affaire de Sahalo-Saharien. C'est ça. Pourquoi? Mais pourquoi? Et pourquoi pas? Mais pourquoi on se ferme à toi et on dit non, alors qu'il n'y a pas véritablement de frontières, comme vous le dites. Il n'y a pas véritablement de frontières. On va écouter Gérard sur cette question. La vraie fausse fermeture des frontières. La vraie fausse fermeture des frontières. Bien sûr, la vraie fausse fermeture des frontières. Le pétrole continue de circuler. Les navires viennent toujours pomper le pétrole quand même. Et puis, qui est-ce qui bénéficie de ristournes? C'est l'argent du pétrole. Ils encaissent, oui ou non? Bon, alors, j'imagine, comme vous le disiez tout à l'heure, la population continue de circuler. Il y a des zones frontalières que vous et moi ne voyons pas. Voilà. Et puis la population connaît bien ces recoins, ces circuits. Bon, c'est des circuits d'intégration, des circuits commerciaux qui sortent de ce qui est formel, des frontières formelles que nous connaissons. Donc, de toute façon, les populations, elles, sont là, continuent de commercer entre elles, d'une certaine manière. Peut-être pas comme cela se doit. De la façon vraiment dynamique. En fait, parce que cette question frontalière a brisé certaines dynamiques locales. C'est ça. Ah oui, complètement. Vous faites allusion à quoi exactement? Ben non, cette ruée, ces populations qui par milliers repassent de part et d'autre, ce n'est plus le cas. Les flux sont complètement réduits, absolument. Mais à travers les circuits informels, il y a peu ou prou un certain nombre de fonctionnement au niveau commercial. Mais est-ce que vous pensez que la jeune prend conscience, je dirais, des pertes énormes de son côté également? Parce qu'il y a qu'au-delà de ce qui va dans les poches des populations, ces frontières, si elles étaient ouvertes, ça devrait également aller dans les caisses de l'État. Bien sûr, mais cette gente tire bénéfice de ce qu'est l'uranium, ses ressources minières, du pétrole. Alors ils ont le sentiment que ça compense. Tout va bon, voilà, pour le moment. Ils ne sentent pas les coûts de ne se sentent pas bousculés comme cela se doit. Merci. Mais pour l'instant, l'uranium passe par où? Ça, c'est également une grosse interrogation. Le port était cette plateforme-là. Bien sûr. Passe de l'uranium. Tardivement, ça passe ici. Mais vous avez parlé tantôt, M. Anganou, vous parlez tantôt des liens qu'il développe avec le Togo. Bon, voilà. Mais est-ce que c'est sécurisé? Parce que je ne sais pas. C'est avec des équipements qui ne disent pas leur nom. Quand ça passe une fois,
c'est l'armée même qui dirige tout ça. Oui. Et bon, on se dit c'est l'armée qui est au pouvoir. C'est l'armée qui est au pouvoir. L'armée ne fait que déployer ces éléments. Espérez-vous, par exemple, le retour très bientôt du bon sens, par exemple, du côté du Niger, pour que la situation soit décantée? J'espère bien qu'au-delà du général Tiani, il y a des personnalités comme le Premier ministre Amar Angono en parlait tout à l'heure, Lamine Zayn qui va pouvoir peut-être, c'est des intellectuels et qui ont quand même le sens du bon sens. Ils ont le bon sens. Et par conséquent, ils vont pouvoir donc travailler à raisonner les chefs militaires. Peut-être que ça, c'est pas une opération facile. Hein. C'est pas facile, parce que sinon, on va les soupçonner directement d'être complices, de collusion. Alors, donc, mais il faut que la raison revienne pour que qu'on parle au général Tiani, qu'on lui développe un certain nombre de faits, de choses pour l'amener à comprendre la réalité de la situation. Mais je pense que ce sont les Nigériens qui, par milliers, par centaines de milliers, vont, quand ils en auront assez, vont pouvoir donner les coups de boutoir véritables pour forcer leurs dirigeants à dire attention, là où vous allez, il faut décanter la situation. Nous sommes déjà donc près du mur là, et on va se cogner la tête bientôt. Vous avez intérêt donc à mettre la balle à terre et décanter la situation. Vous faites quelle lecture, je dirais, du bon sens? Espérez-vous que ça revienne très rapidement de manière à ce que, on se dise que cette histoire, cette querelle entre le Bénin et le Niger est désormais dans le passé? Non, comme le gouvernement et moi-même, j'ai foi de ce que dans les prochains jours, que cette situation-là se décante rapidement. Et que, je crois, dans les prochains jours, que le Bénin nomme un ambassadeur, voilà, pour que la voie diplomatique puisse être encore plus activée que celle que nous avons maintenant, et que le bon sens et la raison reviennent et gagnent les autorités nigériennes pour que nous puissions travailler ensemble. Je pense, Amar Angono le dit si bien. Au-delà des intérêts des populations, il y a aussi le combat contre le terrorisme. Vous voyez? Qui est un détail non négligeable. Parce que, il faut qu'il y ait des concertations stratégiques par rapport à ça. Pourquoi ne pas créer des mécanismes de dialogue militaire pour pouvoir donc trouver les stratégies au-delà du fait qu'on ne s'entend pas, qu'on est fâché l'un avec l'autre, et le Niger plus que nous. Notre sécurité, tout de même. Alors qu'il y ait des concertations stratégiques pour que les militaires se parlent pour dire comment enrayer cette idée terroriste qui nous encercle au-delà du point triple, de la zone de la Pendjari, et peut-être ailleurs aussi, dans le Niger. Voilà. Cette question de sécurité, c'est vraiment un détail non négligeable. Il y a que si on est fâché contre la France et autres, on devrait au moins penser à notre propre sécurité. Quand on parle du point triple et autres qui réunit donc le Niger, le Bénin et donc le voisin du Burkina Faso, si les trois pays, je dirais, se mettaient ensemble pour les questions de sécurité, ils peuvent, je dirais, booster moins la question terroriste, non? Je suis d'accord, mais le Niger, au lendemain de cette affaire-là, a rompu l'accord qu'il y a avec nous, l'accord de coproduction de la sécurité qu'il y a avec nous. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi le Niger rompt cet accord? C'est extrêmement grave. Et vous voyez aujourd'hui les conséquences de part et d'autre des frontières. Vous voyez tout ce qui se passe avec le point triple. Et donc, je crois qu'il faut que la raison revienne. À quand vraiment le retour de cette raison? On a beaucoup de questions qu'on se pose sans solution, sans réponse. C'est un enchaînement de décisions, disons, unilatérales, qui vont vers la fermeture totale. Puis ces mêmes pays sont sortis aussi de la francophonie, vous le savez. Voilà.
sortie de la CEDEAO, sortie de la francophonie. Rupture des accords. Rupture des accords. L'accord de bientôt, ils vont aller jusqu'à peut-être qu'ils vont sortir de l'Union africaine. Mais qui sait? Je ne sais pas. J'ai lu quelque part que finalement, ils ne finiront même pas sortis du Niger. Ils ne finiront même pas sortis du Niger. Il y a quelqu'un qui avait ironisé ça, sur les réseaux sociaux. Absolument. Donc il faut qu'ils repensent leur décision politique. Ne pas se cantonner à cette situation de fermeture définitive. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Un pays doit s'ouvrir. Parce que je me demande, à la limite, en ne s'ouvrant pas, ça montre bien qu'ils sont installés dans un climat de peur. Oui. Et donc la confiance n'existe plus. La confiance n'existe plus. Vous savez, quand on a peur, c'est quoi? On se barricade. Oui. On est fermé. Et puis on devient même paranoïaque. On devient même paranoïaque. Merci, c'est la paranoïa. C'est véritablement une paranoïa qui règne au niveau du Niger. D'accord, peu de mots pour conclure. La peur visible au niveau des autorités nigériennes. Que la raison et que le bon sens reviennent pour que nous travaillons ensemble en paix, pour que nous relevons les défis, notamment le défi sécuritaire. Voilà, Wahab. D'accord. Vous l'avez dit, je crois qu'il faut que le Bénin continue dans ce processus des efforts à tous les niveaux, surtout au plan diplomatique, qu'on n'arrête pas, parce que nous avons montré notre bonne volonté au Bénin. Et je crois qu'il faut qu'on continue sur cette lancée et que le ministre béninois des Affaires étrangères peut-être entame encore un voyage là-bas pour parler aux autorités du Niger. S'ils acceptent de le recevoir. S'ils acceptent de le recevoir. Et que peut-être très bientôt, très vite, nous nommions un nouvel ambassadeur du côté du Niger pour prendre fonction. Voilà, à Niamey pour prendre les dossiers en main et travailler peut-être de façon souterraine. Et maintenant, lorsqu'il y a des éléments de succès, que ça remonte à la surface. Et qu'on les fasse savoir. Dans un cas comme dans l'autre, le chef de la diplomatie béninoise a montré la disponibilité du Bénin, n'est-ce pas, à poursuivre le dialogue. Le Bénin est donc ouvert pour le dialogue. On va espérer, comme vous l'avez dit, que le bon sens rejoigne le terrain, le camp du Niger, de manière à ce que parce qu'il ne peut pas continuer dans ces... Voilà, il y a une fin pour toutes choses. Merci beaucoup, Gérard Bigan. Merci Wahab. Armand Videgla. Oui, merci pour votre disponibilité. Merci également à toute l'équipe, Astrid de l'Interfort, Boris Danho, Francis Kokou et les éléments de la diffusion. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h00 et demain, mercredi, autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.